m'accueillir à l'Université Club de Montréal. Merci Madame la Directrice, Micheline, Isabelle. La soirée de ce soir, si vous vous souvenez du thème, c'était à cause des Français, grâce aux Anglais, en gros comment le Porto et le Champagne sont devenus les plus grands vins, on va dire les plus cotés, les plus connus dans le monde. Mais on m'a demandé, parce que c'est un club à faire, de mentionner au cours de la soirée justement les petites touches affairistes que les Anglais ont eues pour que le Champagne et le Porto deviennent les vins qu'ils sont aujourd'hui. Donc on va faire un peu d'histoire et vous l'aurez deviné, ce soir c'est un petit peu, disons que j'ai puisé beaucoup dans ce livre-là. Il y a plusieurs chapitres et disons que j'ai puisé pour ce soir dans trois chapitres, on va dire, de ce livre-là, avec des titres un peu provocateurs qui sont là. Dom Pérignon, icône du Champagne malgré lui, parce que contrairement à ce qu'on vous a dit, en tout cas contrairement à ce qu'on nous répète depuis maintenant 60 ans environ, Dom Pérignon n'a jamais bu de bulle et n'en a jamais créé. Et je pourrais vous expliquer pourquoi. Pourquoi le Champagne est devenu brut, tel qu'on le connaît aujourd'hui, grâce aux Anglais. Et vous allez voir que pourquoi il l'est devenu, c'est aussi grâce au Porto, parce que c'est eux qui faisaient le Porto. D'où un troisième titre, Porto et Champagne, des jumeaux séparés à la naissance, tout simplement parce que ce sont deux vins qui sont nés en même temps, pour les mêmes raisons, et qui ont évolué jusqu'à nos jours exactement de la même façon. Alors que ce sont deux vins qui sont issus de pays différents. L'un est au nord de la France, l'autre est plutôt, on va dire, au nord du Portugal. L'un est muté, l'autre est un vin effervescent. Donc vous allez me dire, on ne voit pas vraiment le rapport. Eh bien, vous allez peut-être l'entendre ce soir, ce rapport. Mais avant ça, moi j'ai soif, vous aussi, parce qu'on a mangé d'excellentes petites bouchées. Donc on va tout de suite prendre une gorgée de vin effervescent. Le premier verre qui vous est servi, il y en aura trois. On va déguster ce qu'on appelle ici une blanquette de Limoux. Ensuite un champagne de la maison Louis Roederer et on terminera par un Porto de la maison Grahams, un 10 ans, donc de la famille des Terny. Pourquoi bulle de Limoux? Tout simplement parce que le vin que vous avez ici, c'est le premier vin effervescent au monde. Alors pas la bouteille qu'on vous a servi, rassurez-vous. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'univers moderne du vin, on considère aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on n'ait pas d'autres preuves, que le premier vin blanc qu'on a mis en bouteille dans le but de le rendre effervescent, ce sont les moines de l'abbaye Saint-Hilaire. Alors là, on est à Limoux. Limoux, vous êtes dans les Pyrénées, à côté de Carcassonne. Et donc, j'ai envie de dire, les instances viniques internationales ont validé le fait que c'est à Limoux qu'on avait fait des bulles. On est à la fin du XVIe siècle, donc ça, c'est pratiquement un siècle avant que le Champagne devienne lui aussi effervescent. Pourquoi, vous allez me dire, on a considéré que c'était le premier vin effervescent? Parce qu'évidemment, c'est une erreur. C'est une erreur de la nature. Le vin, vous le savez, on le consomme plutôt tranquille depuis la nuit des temps, depuis les Égyptiens, sans doute les Sumériens, voire même aujourd'hui la Chine, puisqu'on retrouve des vestiges en Chine bien avant le 3e millénaire, avant Jésus-Christ. Mais à Limoux, on a retrouvé un document signé du sieur d'Arc, d'où le nom de cette cuvée. D'ailleurs, je vais demander à ce qu'on m'apporte la bouteille qu'on vous a servie. Vous savez, c'est la belle bouteille avec la coiffe rose. C'est élaboré par la cave coopérative Sieur d'Arc à Limoux. Donc, c'est un regroupement de plusieurs vignerons. En gros, c'est la plus grosse coopérative locale. Pourquoi Sieur d'Arc? Parce que le Sieur d'Arc était le seigneur qui gouvernait cette province-là, qui n'était pas encore un département, c'était le Languedoc. Et c'était même pas encore le Languedoc-Roussillon. C'est lui qui gouvernait cette province, donc à la frontière espagnole, merci, à l'époque. Et comme tous les seigneurs et les nantis, il savait sans doute lire, en tout cas il savait écrire, on en est certain. Il passait commande de ses vins à l'abbaye de Saint-Hilaire, qui est juste à côté de Limoux, c'est un petit village, Limoux. Il passait sa commande à qui? À des moines, parce qu'à l'époque, les moines, depuis le VIe siècle jusqu'à la Révolution française, parce que le peuple s'est révolté en France, c'est les moines qui faisaient la bière, le fromage, le pain et le vin. Et en gros, c'est un petit peu grâce aux moines que la population vivait. Le sieur d'Arc
lui, a fait une commandé ses vins à l'abbaye donc Saint-Hilaire. Et pourquoi on a dit que c'était lui, quand c'était cette abbaye qui avait fait le premier vin effervescent? Parce qu'on a retrouvé dans les archives de Carcassonne une commande de vin écrite en occitan. Alors, ce n'est pas du tout écrit en français. À l'époque, la France ne parle pas français. C'est plein de dialectes selon les régions. Et c'est une lettre en occitan où, je vous la traduis, où c'est une commande où il demande des flascons de blanc caillou et quelques tonneaux, quelques muits, ou des demi-muits, c'était le nom qu'on donnait à l'époque aux tonneaux. Et on a considéré que la blanc caillou, en fait, c'est le nom du cépage Mauzac. Le Mauzac est un cépage que vous allez retrouver à la fois dans le Languedoc-Roussillon, mais également du côté de Gaillac. Et c'est le nom qu'on a donné à la blanquette, blanc caillou, blanquette. Donc on l'a traduit en français ainsi. Pourquoi blanquette? Parce que c'est les feuilles, au revers de la feuille, c'est duveté, donc c'est blanc. C'est un peu comme le pinot meunier, on va le voir d'ailleurs, c'est un peu le lien avec la Champagne. Le cépage pinot meunier en Champagne, on l'a appelé meunier parce qu'il est également duveté, blanchi, donc ça rappelle la farine. C'est comme ça qu'on a décidé de donner les noms pinot meunier. Même chose pour la blanquette. Alors blanc caillou, blanquette, mais le cépage, c'est du Mauzac. C'est ce que vous avez dans cette bouteille-là, c'est de la blanquette de Limoux. C'est un vin effervescent qui est élaboré exactement comme un champagne, comme un crément, c'est-à-dire en seconde fermentation en bouteille. Sauf qu'à l'époque, on ne fait pas du vin effervescent exprès. C'est accidentel. Bon. Étant donné qu'on a retrouvé dans les archives une lettre, on a considéré que parce que le sieur d'Arc commandait en bouteille ce qui ne se faisait pas, à l'époque, on n'embouteillait pas le vin était toujours vendu en fût aux aubergistes et puis également à l'aristocratie et à la cour de France, que évidemment c'est la cour de France qui mettait à l'honneur les appellations et c'est ce que le peuple buvait. On a considéré que c'était Limoux, on va dire mère des bulles, parce que le vin était mis en bouteille. Pourquoi le mettons en bouteille? Et ça c'est vrai, parce que le vin, on va parler de vin du diable. Ce sont des moines qui font du vin, d'accord? Pourquoi ils vont appeler ça, c'est l'œuvre du diable? Parce que le vin repétule. On parle de pétulance, c'est un vieux terme français. Et ils s'aperçoivent, ces moines-là, qu'effectivement, au printemps qui suit la récolte, les fûts présentent en surface un peu d'écume, un peu de mousse. Simplement, selon les différents millésimes, selon les différentes vendanges, il y a plus ou moins de la mousse et des bulles. Et il y a même des muits qui explosent. Les douelles. Les douelles, ce sont les morceaux de bois qui entourent le fût, se cintrent davantage, suintent et même éclater. Bon. Ça, on le sait, non pas grâce à Limoux, pas aux moines de Limoux, on le sait grâce aux moines plutôt du côté du Valais et de l'Italie, du Franciacorta. Là, on est dans le Piémont, qui, eux, le mentionnaient. Et les moines, c'était des bénédictins, faisaient des échanges comme ça, entre abbayes, des échanges de missives, de lettres. Mais tout ce qu'on sait, c'est que pendant pratiquement 150 ans, 200 ans même, ils vont décider de ne pas révéler ce mystère. Pourquoi ils vont décider de ne pas en parler? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas l'expliquer avec le message biblique. N'oubliez pas qu'à l'époque, c'est le clergé qui détient le pouvoir, et Dieu sait que les Québécois en savent quelque chose. Jusque dans les années 60, vous l'avez vécu. Et donc, il ne fallait surtout pas que le clergé, que les moines montrent, on va dire, son incrédulité, sa naïveté face à ce qui se passait, parce qu'ils ne savaient pas l'expliquer. Donc, ils vont appeler ça, eux, c'est l'œuvre du diable, et ils ne vont surtout pas en parler. Ils ne vont pas du tout vouloir guider le vin. Il va falloir attendre un siècle, et là, on arrive au fameux Dom Pérignon. Dom Pérignon, ses dates de naissance, c'est facile. C'est les mêmes dates que Louis XIV. Donc vous le savez? Ça va? Non, c'est une blague. C'est 1639-1715. Ils sont nés en même temps, morts en même temps. Donc là, on est pratiquement un siècle après Limoux, après ce qui se passe.